C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui, de vous parler aujourd'hui. Comme en tant qu'Union, c'est Union, vous savez, l'idée c'est de s'organiser, de bâtir la solidarité. Et aujourd'hui, en tant qu'écrivaine, philosophe et cinéaste et organisatrice aussi sur le terrain, euh, je suis cofondatrice, on appelle ça le collectif contre les dettes, si vous voulez. Alors, c'est une union expérimentale de detteurs, si vous voulez, de gens qui ont des dettes. Alors, les gens doivent travailler ensemble pour, euh, pour exercer leur pouvoir collectif et pour se battre pour la démocratisation de l'économie. Et on est bien connu sur les dettes pour les étudiants. Je vais en parler. Alors, on a planté ces graines-là, si vous voulez, ces semences-là, mais donc l'histoire. Et pour moi, ça remonte en 2008 à la crise financière. À peu près- J'ai, euh, je suis canadienne, mais je vis aux États-Unis maintenant et j'avais arrêté de payer ma dette d'études et je me suis joint au mouvement Occupy Wall Street. Et c'est dans un moment de crise, mais beaucoup d'apprentissage en même temps. Et je pensais, et je me disais, euh, et comment on se prépare? Comment on va se préparer pour les crises économiques futures et y réagir? Alors, ces deux aspects-là, alors écrire et faire de mon côté, je résiste. La théorie et la pratique sont différentes. Euh, alors, organiser le pouvoir collectif, ça a été une source d'apprentissage important pour moi. Beaucoup des leçons que j'ai prises comme organisatrice et depuis, ça s'est retrouvé dans mon livre. Alors, l'âge d'insécurité qui est mentionné et aussi plus récent, solidarité en anglais, là. Et je montre le couvert. C'est une variation de l'image classique que les gens qui s'associent pour avoir plus de pouvoir ensemble. Ça a été écrit, c'est comme des livres sœurs, si vous voulez. Alors, et je pense que les, les choses que je mentionne là-dedans, l'insécurité peut être un catalyseur pour différentes choses. Et ça peut être individualiste, compétitif comme réaction, des choses qu'il faut que j'obtienne si j'ai besoin, un bunker pour survivre le changement climatique et ces choses-là. Et par compétition, ou peut-être ça peut mener plus pour s'organiser, prendre l'insécurité et se réorganiser en solidarité. Alors, c'est comme ça que ces livres-là sont reliés et ces choses-là sont reliées. Peut-être pour commencer, je vais parler un peu les arguments dans le livre Solidarité où je parle de la dette agricole au Canada. Comme j'ai dit, j'ai été radicalisé par la crise en 2008 et le mouvement Occupy Wall Street. Et quand les gens parlent de ça, ils pensent que ça a changé la conversation. Mais on n'a pas gagné l'aspect politique, la bataille politique. Mais je pense qu'on peut dire que Occupy a eu quand même raisonné. Et à cause des inégalités qu'on a vues, on a vu le programme américain, il y avait une très grande aversion de parler des classes, de parler de capitalisme et d'être honnête à propos de la structure de l'économie et, et comment parler de cela. Les politiciens étaient achetés et vendus sur le marché et ça a ouvert tout un espace de discussion et de débat public.
Alors, c'était important. Donc, ça a popularisé la 99% versus le 1%. Vous vous rappelez de cela? Parler des milliardaires et je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'on avait raison. Les milliardaires sont très dangereux. Alors, la richesse est concentrée et le pouvoir est concentré. Alors, c'est un système politique qui est organisé comme ça. Alors, l'inégalité, c'est un cliché, si vous voulez, de la relation économique. 1% a tant de richesses, les autres ont le reste, les revenus. Alors, c'est un peu une chose statique. Avec l'âge d'insécurité, dans mon livre, je vais ajouter une différente dimension. Parler pas seulement d'inégalité, mais d'insécurité. Et c'est un peu comment on ressent tout cela. Alors, les humains, on vit dans le temps. Peut-être j'en ai assez pour payer mon loyer, mais ça ne veut pas dire que j'en ai assez pour me sentir en sécurité. De quoi va être mon revenu, mon moyen de subsistance dans quelques mois. Je ne sais pas si je vais avoir un âge de retraite en dignité. Alors, donc, mon sens, euh, il faut faire attention à cet aspect émotionnel de l'économique. Si on veut bâtir la solidarité, on ne peut pas juste parler de chiffres, nouveau quantitatif, mais il faut parler de qualitatif. Comment vous vous ressentez dans votre vie politique? Il faut considérer les émotions, les sentiments. Et je pense que ça peut nous aider à créer la solidarité, l'inégalité. Je parle de, oui, l'inégalité est importante, mais ça nous encourage à regarder des extrêmes, des différences, richesses et pouvoirs. C'est critique, mais l'insécurité peut nous aider à regarder de manière transversale. Peut-être qu'il y en a plus que moi, ou j'en ai peut-être un peu plus que toi, mais l'idée, c'est qu'on a plus en commun qu'on pourrait penser autrement. Donc, dans ces conférences-là, j'ai parlé des moyens que l'insécurité est en fait essentielle au fonctionnement du système économique et politique. Alors, insécurité, on est tous vulnérables, on est tous vulnérables. Oui, oui, on peut être insécure et anxieux, ça fait partie d'être humain, mais il y a aussi d'autres facteurs d'insécurité. Et c'est le type d'insécurité. euh, alors, il faut parler de protection de l'emploi. Il y a des gens faut qu'ils aient en dette pour répondre à leurs besoins de base. Et le fait que le logement, par exemple, de la façon que c'est structuré, les gens sont des locataires, mais incertains. Euh, Par exemple, la situation, je peux louer, je peux rester dans mon appartement pendant quelques années. Et il y a des insécurités à ce niveau-là aussi. La dette, étant donné que je travaillais sur la question du thème de la dette, je veux parler de, je vais vous parler de la solidarité. Mon, mon point ici, cet élément-là, l'aspect émotionnel de notre vie économique est vraiment crucial. Et je n'aurais pas su cela si je n'avais pas été en train d'organiser. Parce que quand on essaie d'organiser l'action, d'amener des gens qui sont désespoir, qui peuvent devenir en bloc et de travailler ensemble, il faut connecter avec les gens.
pas seulement leur donner un argument, il faut travailler ensemble. Euh, qu'est-ce que- Alors, quand on organise les gens qui sont pauvres et qui ont un emploi insécure, il y a des fois beaucoup de honte associée à cela, parce qu'il faut se débattre pour survivre. Donc, euh, ce que j'ai appris rapidement, quand on voulait mieux s'organiser et, et pourrait se dire, mon Dieu, voici comment l'intérêt fonctionne, voici comment d'argent qu'ils font sur tes dettes, mais ce n'est pas ta faute. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas aller se cacher. Vous pouvez venir sortir de l'ombre et travailler ensemble pour changer ce système-là. Et une couple de générations passées, alors, il y avait des choses que les choses ont changé. Il y a des choses qui ont été privatisées. Euh, alors, une contre-révolution conservatrice, si vous voulez. De l'expérience d'organiser que j'ai développé cette critique. Et la partie de l'exercice que je voulais faire avant d'aller où j'en ai appris plus sur les fermiers de la solidarité, je voulais participer à une animation que j'ai faite. Et ça fait je- j'aimerais avoir plus à vous montrer. Euh, il y a toutes sortes de gens impliqués, mais je vais vous montrer un peu de propagande que j'ai fait. Je fais des films à l'occasion, cinéaste aussi. C'est une tentative de revoir l'analyse. Ici, ça porte sur la dette des étudiants, entre autres, là, mais aussi les dettes au niveau médical et aussi les repas à l'école. Alors, on va montrer la petite vidéo, 7 minutes. Si c'est pas trop vite, je vais essayer de la traduire aussi. Ta dette est l'actif pour une autre personne. Le rêve américain, c'est d'avoir sa propre maison. Maintenant, c'est être sans dette. Les Américains doivent beaucoup d'argent, 13 trillions de dollars, et la dette est souvent un encre qui augmente. Alors, ça enlève des revenus à la classe ouvrière. Chaque dette qu'on a, c'est un actif pour d'autres. Alors, les paiements mensuels enrichissent les autres. Alors, on peut voir que les Américains, les Américains meurent maintenant redevant une moyenne de 62 000 dollars. Ça va vite, mais et vous voyez les factures médicales, les visites chez le docteur. Alors, on paye par la carte de crédit. Ensuite, 140 milliards de collecte en dette médicale, des dettes pour les loyers et tout ça, les prêts. Ça n'existait pas il y a quelques euh, décennies. Ce n'était pas un problème des années 60 quand le collège était souvent gratuit. Ronald Reagan a changé la chose. Alors, il a démonisé les protestataires sur le collège de Berkeley et il voulait qu'il. Alors, c'est ça. Il voulait pas, il n'aimait pas les gens. euh, et Joe Biden a fait la même chose. Il a augmenté ça comme sénateur de Delaware. Alors, il servait le secteur financier aussi par une législation en déclarer la banqueroute est plus difficile. Alors, donc, beaucoup de gens qui ont perdu leur maison, c'est pas juste une question d'argent.
C'est une question de pouvoir. C'est le profit, un outil de contrôle social, de domination. Nos fondateurs savaient cela. Thomas Jefferson a dit on devrait annuler ça après une génération. Mais là, à ce moment-là, c'était pour les hommes blancs comme lui-même. En 1803, il a dit que la dette devrait être une arme contre les indigènes pour saisir leurs terres. Alors, il écrit là rapidement, là. Alors, encore là, alors, il pourrait essayer de payer les dettes par une cession de la terre. Alors, le partage des terres, les prêts prédateurs et tout cela. Donc, en 2008, les familles noires et brunes, la dette, même un paiement en retard pouvait rendre ça impossible de louer un appartement ou d'avoir, de garder l'emploi. Alors, les prisons pour les gens en dette, c'est pas constitutionnel. Les gens peuvent quand même aboutir en prison, mais c'est pas tout le monde qui est traité comme ça. Souvent, les riches s'éloignent de leurs obligations. Ils appellent ça un manque stratégique. Ceux qui ont, ceux qui ont causé le problème, en 2008, le, le roi de la dette a laissé beaucoup de banqueroutes derrière lui. Et durant la pandémie, le gouvernement fédéral a dépensé des centaines de milliards de dollars. Alors, Exxon, Walmart, les dettes, même les prêts qui peuvent ne pas être remboursés. Alors, c'est maintenant pour un jubilé, enlever la dette pour égaliser les choses. Ce n'est pas une nouvelle idée. Ça avait été écrit dans la Bible et différentes cultures aussi faisaient ça par le passé. Euh, alors, sur les tablettes de pierre, depuis l'accumulation de la dette a également existé. Alors, les detteurs demandaient l'exonération. Alors, on vous donne exemple ici sur Athènes. Enlever, il y avait comme une absolution de la dette en romantique aussi. Aux États-Unis, les travailleurs, les fermiers de zone coloniale et à la fin de la dette, à la fin de la dépression, et on demandait d'annuler les dettes. Alors, on a annulé des milliards de dollars en dette pour l'éducation. Alors, ça pourrait servir, les gens pourraient se permettre d'acheter une maison, etc. Alors, annuler les dettes augmenterait l'économie de 108 milliards de dollars par année et créer 1 milliard de millions d'emplois. Alors, Biden recommandait 10 000 pour l'annuler, mais en 65, il a la capacité d'annuler tous les dettes étudiantes avec une seule chaîne. Alors, il aurait pu le faire. Maintenant, le film a été fait avant que Biden perde l'élection, là. Mais maintenant, ça dit qu'il faudrait l'obliger à le faire. Ça nous prend un jubilé pour annuler la dette. Alors, maintenant, alors, c'est une animation d'une autre ère parce que Biden est parti maintenant. Mais organiser, c'est beaucoup de travail. On a bâti notre mouvement. On a commencé avec Occupy Wall Street en 2011 et, et ça a forcé le président des États-Unis à annuler une dette estudiantine. Ça a été 500 milliards de dollars, le plus gros transfert dans l'histoire, ceux qui travaillent, mais ça a été bloqué par la Cour suprême. On a continué à organiser. Alors, les gens plus vieux sont beaucoup en dette.
soit pour les membres de la famille, une veuve perd son mari, etc. Alors, donc, pour les personnes âgées, des changements pour protéger la sécurité sociale. Mais en bout de ligne, on a gagné 177 milliards de dollars au niveau d'abandon de dette, mais c'est politisé, cette idée-là. Et pour inverser la question, on, on essaie d'organiser des gens qui est nécessaire pour avoir une vie qu'on peut vivre en dignité. Alors, ça nous prend les moyens de vivre. Alors, le salaire moyen qu'elle mentionne, est 7 de l'heure là-bas. Alors, les gens sont volés par ceux qui sont les employeurs qui ne les payent pas assez, et les dettes et tout ça, et l'intérêt. Alors, on a bâti cela en bâtissant de la solidarité. Et maintenant, un mouvement de detteurs qui se verrait comme ayant quelque chose de commun. Ce n'était pas le cas au début. Les gens ne voyaient pas cela comme ayant tout cela. Il n'y avait pas de solidarité. Pourquoi ceux qui sont allés à, à, à- euh, Miguel qui pensait qu'il y avait une dette qui avait quelque chose en commun avec quelqu'un qui est allé à Harvard ou à un collège communautaire ou d'autres institutions. La solidarité, c'est pas quelque chose qui se produit spontanément. Il faut que ça soit bâti par le niveau d'analyse. Il faut qu'ils voient l'analogie, la façon que leurs histoires résonnent. Alors, on a continué. Maintenant, on a d'autres detteurs, des gens au niveau médical, pour les cartes de crédit. Ils n'ont pas de soins dentaires, alors ils montent une dette et sur la carte de crédit. Alors, pour réparer une carie, alors la solidarité, c'est pas quelque chose qui se produit facilement, c'est pas spontané. Il faut que ça soit construit euh, à travers les classes et les gens. Même si on n'est pas pareil, c'est de regarder à côté, pas seulement euh, au niveau vertical, mais même au niveau horizontal, les choses qu'on a en commun. Alors, j'ai pensé à la dette depuis un bout de temps, mais j'ai profité de l'occasion pour préparer les conférences MACI pour étudier la situation canadienne en plus grand détail et voir comment ça s'applique au, au Canada. Et j'en ai parlé aussi pour les fermiers. Et je veux parler un peu d'histoire dans l'animation qu'on vient de voir. La raison pour laquelle je m'intéresse à la dette, c'est une relation de pouvoir. Et c'est une forme de pouvoir. Pour ça qu'il faut s'organiser. J'ai raconté l'histoire. Thomas Jefferson, qui était un des fondateurs, qui avait dit aussi que le fait, lui-même avait des dettes qui essayaient de figurer, commence à avoir un peu d'espace pour respirer. Et il argumente que la dette devrait durer pas plus qu'une génération, 19 ans, et d'avoir une date limite pour pas que les prochaines générations puissent opprimer. Mais quand c'est arrivé, la possession il était mercenaire parce qu'il voulait donc, avec les Indiens, les forcer à donner des terres. Au Canada, ça a été un outil aussi, surtout durant la période de la fourrure. Alors, ils étaient payés par... euh, ils ne pouvaient pas sortir de la dette. Et c'était une dynamique qui a continué jusqu'au 20e siècle. Alors, il fallait toujours devoir l'argent de la compagnie, toujours en dette.
En fait, j'ai passé là-dedans rapidement, là. L'hypothèque, comme on le sait, qui est un instrument de dette, ça a changé le format quand ça s'est rendu dans les colonies en Amérique du Nord. En Angleterre, sous la loi anglaise, tu ne peux pas prendre la propriété d'une maison qui n'avait pas payé sa dette. On peut dire on veut le loyer, mais la maison n'était pas, ne peut pas être saisie. Et alors, euh, alors c'est ça, je ne peux pas prendre ta maison, mais je peux déménager chez vous. Alors, c'est pas intéressant, mais ça a changé durant la colonisation, quand l'hypothèque est devenue un outil pour saisir la propriété des Autochtones. Alors, ce qui a commencé comme un outil dans le monde colonial, ça a été ciblé, ça a ciblé les Autochtones encore plus. Et c'est pas. Alors, c'est ça, s'ils ne peuvent pas y aller, ils perdraient leur terre. C'est un exemple historique que s'il y avait eu de la solidarité à ce moment-là, si les gens avaient dit cet aspect, cet arrangement destructif, comment d'avoir un effet boomerang, mais l'histoire est intéressante à ce niveau-là. Alors, la dette au Canada et aux États-Unis est utilisée comme une arme. C'est l'histoire intéressante qu'on vit encore en ce jour. Les fermiers ont un rôle unique et puissant en matière de résistance que je vais mentionner dans l'animation. Même quand je faisais l'animation, je ne savais pas complètement, mais il y a une grande, longue histoire, une histoire riche d'organiser par les fermiers durant l'ère coloniale et aller jusqu'au début du 20e siècle, hein, pour les fermiers. C'est ceux-là qui menaient la charge et pour la protection contre la banqueroute. Et, et c'est dans la Constitution américaine, mais ça, c'est du point de vue des créditeurs. Et maintenant, c'est interprété d'une manière différente, 180 degrés, parce que les fermiers avaient une histoire de s'organiser localement, d'engagement politique. Alors, c'est les fermiers qui ont obtenu le droit de sortir d'une certaine dizaine de consommateurs et ils avaient plusieurs lois fédérales. Et c'était attaqué et enlevé, il fallait se remobiliser, si je comprends bien. Les gens voulaient pouvoir garder leur ferme. Cette communauté a agi en isolation. Il n'y avait pas un mouvement généralisé, là. Alors, quand l'économie s'est éloignée de l'agriculture comme étant une formation sociale principale, et quand on allait à des gens qui travaillaient au jour le jour, et la relation avec la dette a changé. Les fermiers étaient bien organisés et étaient respectés et pouvaient faire du lobbying pour se protéger. Alors, quand les travailleurs qui n'avaient pas de propriété ou qui n'étaient pas fermiers sont devenus plus dominants, il y avait pas, ils faisaient face aux mêmes menaces. Il n'y avait pas de danger de perte de ferme ou les menaces étaient différentes, hein. Mais ils s'organisaient plus comme travailleurs, comme travailleurs. Et ça a donné à ceux qui prêtaient la main dominante, ils pouvaient refuser le même degré de protection et ça a changé la manière que les dettes sont collectées. Ah, ben,
tu vas payer pendant des décennies. Tu vas en dette, il va falloir que tu payes constamment. Alors, même si tu as des difficultés ou une banqueroute, il faut que quand même que tu hypothèques ton avenir. Alors, c'est un autre exemple où il y avait un manque de solidarité, où on aurait pu quand même bâtir du pouvoir, là. Alors, aujourd'hui, plusieurs fermiers, comme ils l'ont été par le passé, ils sont affectés par la dette, des dettes qu'ils ne peuvent plus payer. Plusieurs ont honte de cela et avec les experts avec lesquels j'ai parlé, il y a des gens qui souffrent de dettes médicales ou d'autres. Ils n'aiment pas en parler parce qu'ils pensent que c'est leur faute. Mais selon certaines des sources, les fermiers canadiens, 120 milliards de dollars de dettes pour les fermes canadiennes présentement. Les fermiers canadiens payent environ en autant en intérêt comme qu'ils reçoivent de subsides gouvernementaux. Et la dette a beaucoup de conséquences. Ça encourage les gens à vendre leurs terres, vendre leurs propriétés pour sortir des dettes. Ils ne peuvent pas la laisser aux enfants. Ils ne peuvent pas changer leur pratique fermière pour trouver d'autres moyens d'effectuer leur entreprise, leur travail. Je ne l'ai pas mis dans le livre, mais j'ai fait plusieurs interviews dans le Midwest. Ils doivent de l'argent aux grosses entreprises agricoles, ceux qui doivent à Tyson ou de la machinerie. Alors, ils sont comme sur un tapis roulant où ils ne peuvent pas débarquer. Ils sont vraiment pris, ils doivent aux grosses compagnies agricoles. Alors, il y a des groupes qui essayent d'offrir à ces fermes-là des prêts à bas intérêt pour pouvoir en sortir de ces dettes-là. Encore là, alors, on voit que c'est un peu la même dynamique, que ce soit une dette étudiante et tout cela. Alors, c'est un arrangement extractif qui limite les choix des gens, leur capacité de prendre des choix qui sont mieux pour eux et mieux pour leur communauté. Alors, je fais l'analogie entre ces fermiers-là qui veulent changer leur pratique agricole, mettons, devenir plus biologique ou quoi que ce soit. Et euh, un étudiant d'être aux États-Unis qui voulait aller travailler pour défendre le public, fournir des services juridiques, par exemple, mais il est pris avec la dette. J'ai une dette de 200 000 à 300 000 je ne peux pas. Alors, c'est un peu comme ça que ces dettes-là impactent euh, et pourquoi c'est si important de s'organiser ensemble. Alors, du point de vue organisation, on parlait un peu de solidarité avant de d'aller aux questions. La première étape pour bâtir la solidarité, c'est de parler de la situation dans laquelle on se trouve. Mettons, je ne peux pas payer mon loyer, je suis maltraité par le boss, etc. Alors, on invite les gens à parler honnêtement de leur situation financière et des gens sont honnêtes pour la première fois avec tout ce qui se passe. Alors, c'est un peu comme le début de la solidarité dans notre contexte. La solidarité est en fait comme mot, c'est un mot, une pratique qui est mal discutée, pas assez discutée. C'est un mot que les progressifs utilisent. J'ai écrit là-dessus, c'est important de bâtir la solidarité et la solidarité aussi importante que l'égalité, la liberté, la justice.
par un projet démocratique, mais on ne le reconnaît pas assez comme tel. Si les gens ne sont pas connectés en solidarité, ils ne vont pas se battre les uns pour les autres, s'entraider. Alors, ça remonte à la dette. On remonte à la loi romaine. C'était relié d'être pris ensemble. C'est une bonne métaphore. Ça veut dire que la solidarité, c'est pas juste un beau sentiment, mais on est interdépendants. Et il y a des aspects économiques. Et alors, c'est devenu une métaphore à partir de cette ancienne loi romaine. Et ça a été entré dans le code de Napoléon. Et activistes, socialistes, organisateurs, ils ont pris cette idée-là du code de Napoléon et ils ont dit, OK, c'est un principe qui est essentiel. Alors, il y avait un mouvement en France à la fin des années 1800, début 1900, des gens. On les appelait les solidaristes qui, alors, l'étaient bien pesant, on est tous endettés. C'est devenu la base de l'argument pour l'État providentiel. Il faut payer nos dettes les uns des autres en payant les taxes et en bâtir un État qui travaille, fonctionne pour tout le monde. Donc, les choix de la solidarité, le contexte, c'est une histoire politique et philosophique qui est intéressante. Alors, la solidarité est un concept clé dans le développement de l'État providentiel. Alors, la solidarité est une idée qu'on devrait utiliser pour définir l'horizon politique dans lequel on travaille. Alors, c'est pas juste d'avoir le pouvoir, mais de bâtir une structure où on peut bâtir la solidarité. De la compétition avec les signaux de la police. Alors, structure, éducation, soins de santé pour encourager la solidarité. Merci à toi. Plaisant de t'entendre. Les points mentionnés dans ton livre, et on peut passer à la période de questions.